Vous vous souvenez sans doute de Fiona, une petite blonde de 5 ans aux yeux bleus, disparue en 2013. À la télé, sa maman, Cécile Bourgeon, suppliait qu'on lui rende sa fille chérie. Elle disait qu'on la lui avait enlevée dans un parc de Clermont-Ferrand. Jusqu'à ce qu'on découvre que c'est elle et son compagnon qui l'avaient tuée et enterré son cadavre. Explorons ensemble la Côte B du dossier d'instruction de Cécile Bourgeon. Europe 1, Christophe Ondelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Côte B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelatte raconte. Côte B sur Europe 1. En 2013, Fiona, 5 ans, disparaît dans un parc de Clermont-Ferrand. Après 4 mois d'enquête, la juge d'instruction place sa mère, Cécile Bourgeon, et son compagnon, Berkan Makhlouf, en garde à vue. Face aux policiers, la mère de Fiona craque. Elle raconte que le 11 mai 2013, vers 18h, son compagnon Berkan Makhlouf a frappé Fiona, violemment, au point de lui faire un énorme hématome à l'œil gauche. Elle dit qu'elle a soigné sa fille avec de l'arnica et que la petite s'est endormie. Et que ça n'est que le lendemain matin qu'elle l'a trouvée morte dans son lit et qu'il lui a dit de se taire, de ne prévenir personne, et qu'ils sont allés enterrer le cadavre de Fiona ensemble en lisière de forêt. Mais son compagnon, Berkan Makhlouf, n'a pas du tout la même version. Et comme on n'a pas retrouvé le corps de Fiona, difficile de savoir ce qui s'est réellement passé. On est habitué en tant qu'expert à rencontrer des sujets dont les affaires sont plus ou moins médiatisées. Docteur Patrick Blacher, expert psychiatre. Ce qui est problématique en matière de médiatisation, c'est qu'il y a des éléments qui nous sont connus par la presse et il faut qu'on en fasse abstraction. Donc généralement, on essaie tant que faire se peut de pas trop regarder la télévision et ne pas lire les articles de presse qui sont consacrés à l'affaire. Mais là, c'est un peu difficile puisqu'elle était médiatisée avant même d'être mise en cause, puisqu'à l'époque, elle était médiatisée en tant que victime d'un enlèvement, en tout cas d'une disparition inquiétante. Je lance un appel à tout le monde, tous les Clermontois, tous ceux qui peuvent nous aider, c'est vraiment un appel au secours. Et puis voilà, c'est le but, c'est de retrouver Fiona, c'est tout. On a vraiment besoin d'aide, quoi. C'est vraiment la seule chose que je peux dire. J'avais été ému par le témoignage de cette femme réitéré à la télévision qui faisait part de la disparition de sa fille alors qu'elle faisait la sieste dans un parc de Clermont-Ferrand. N'importe qui voit Fiona, n'importe qui a Fiona, qui nous la ramène. Qui nous la ramène, c'est tout. J'aurais jamais imaginé qu'il se serait passé ça. Mais du coup, quand on est face à ça, on comprend rien ce qui se passe. Et la seule chose, c'est récupérer Fiona, c'est tout. Après, le reste, y a pas d'importance, c'est la retrouver. C'est une petite fille pleine de vie, une petite fille de 5 ans. Donc c'était difficile de ne pas être perturbé par cette image de mère éplorée que j'avais vue comme tous les Français. Et lorsque je rencontre Madame Bourgeon, elle n'est plus cette mère éplorée, elle est en prison, elle est mise en cause pour des faits dramatiques et son conjoint l'est également. Mais je rencontre une femme tout à fait ordinaire, elle a un comportement tout à fait adapté. Elle est ni dans la séduction, ni dans l'opposition. Elle répond à mes questions, elle comprend très vite quel est le motif de ma visite. Vous savez, docteur, j'ai rien voulu de cette situation. C'est Berkan. Ça faisait 2 mois qu'il était violent avec Fiona, mais aussi avec moi. La petite ratait souvent l'école, vous savez. Madame, quel souvenir avez-vous de la découverte de la mort de votre fille ?
Ce matin-là, dès que j'ai été réveillé, j'ai été chercher Fiona. Elle était couchée. Sur le côté droit, je me souviens. Elle était toute violette. Elle baignait dans son vomi. J'ai voulu appeler les secours, mais Berkane m'a dit non. Je lui ai obéi. Il a dit on va l'enterrer. Il a mis son cadavre dans un gros sac noir et on est parti en voiture. On a fait que tourner. J'en avais marre. Au bout d'un moment, j'ai vu une pelle dans un champ et voilà, Berkane a enterré le corps de Fiona. Et ensuite, il m'a dit, tu la fermes, tu fais ce que je te dis. Je lui ai obéi. J'ai peur de Berkane. Pour elle, il est à l'origine des violences. Il est à l'origine, quelque part, du mensonge, de la méditation. Elle disait même qu'elle était débriefée par M. Maklouf après chaque passage à la télévision. Et que, en ce qui concerne la disparition du corps, elle dit là aussi qu'elle était simplement témoin de ce que M. Maklouf décidait. Les faits d'ailleurs sont peu datés. On ne sait pas exactement quand l'enfant a été tué. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on n'a jamais retrouvé le corps de l'enfant. Ce qu'il y a de certain, c'est que les deux disent qu'ils l'ont enterré et qu'ils sont incapables de retrouver l'endroit où le corps a été enterré. En dépit de nouvelles fouilles, les enquêteurs n'ont toujours pas retrouvé le corps de la petite Fiona. Hier, ils ont encore une fois ratissé la zone près de Clermont-Ferrand où son cadavre a, semble-t-il, été enterré. Jeudi, sa mère avait été amenée sur place. Hier, c'est son beau-père qui a été extrait de sa prison pour participer aux recherches. Il avait dit qu'il aiderait à retrouver l'endroit où il avait creusé la tombe de la petite fille. Mais le flash espéré n'a pas eu lieu à son retour sur place. Qu'est-ce qu'elle a fait du corps ? Je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que son amnésie n'est pas liée à quelque chose de médical. Et que soit c'est quelque chose qui est reconstruit pour garder, sur le plan narcissique, un certain équilibre d'une mère qui n'est pas l'horrible mère que les médias ont décrit, soit elle le cache pour une raison utilitaire. Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, cette amnésie n'est pas liée à une cause médicale. Je suis là pour essayer d'analyser sa personnalité. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir aussi analyser cette relation de couple qu'elle avait avec le mis en cause. Est-ce qu'elle était victime ? Est-ce qu'elle était sous emprise ? Ou est-ce qu'elle avait la capacité, justement, de mettre un terme à ces violences ? En tout cas, celle dont elle dit que sa fille avait été victime. Chez Madame Bourgeon, on retrouve des traits de personnalité typiques de sujets qui sont très vite, non pas dépendants de l'autre, mais dans une relation fusionnelle à l'autre. C'est-à-dire que votre partenaire devient essentiel à votre équilibre et le quitter ou être quitté par lui est quelque chose d'inimaginable et qui vous ferait courir un risque d'effondrement. Code B83. Expertise psychiatrique du docteur Patrick Blacher. En ce qui concerne la période des faits, Madame Bourgeon dit: à cette époque-là, on consommait beaucoup de drogue. La semaine des faits, on avait de la cocaïne et de l'héroïne. La veille du drame, on a pris 4 grammes de coke à 2. Ensuite, je suis allé me coucher. Je ne me suis pas rendu compte de ce qui allait se passer. Et ce qui est particulier dans la relation qu'elle a avec M. Maklouf, c'est un troisième élément, ce que j'avais appelé moi un triouple, c'est la drogue. C'est qu'elle a trouvé quelque chose de particulier dans son idéal de vie. C'est quelqu'un qui partage sa passion, et je ne parle pas de dépendance ou de toxicomanie, sa passion pour la drogue. Elle a une fascination pour les toxiques. C'est que lorsqu'elle parle des produits qu'elle prend, notamment des champignons hallucinogènes, elle en parle avec le même plaisir qu'un œnologue quand il vous parle d'un vin qu'il a apprécié. Et ça, c'est quelque chose que l'on rencontre rarement. Donc, dans cette relation pathologique de couple qu'elle avait, il y avait des éléments qui sont liés à sa personnalité, peut-être aussi à celle de M. Maklouf, qui avait peut-être la même personnalité qu'elle, donc ils étaient codépendants l'un de l'autre, mais aussi parce que les deux partageaient cette relation à la drogue qui était pathologique. Donc il y avait une dépendance qui était encore plus complexe, c'est que si elle quittait
Monsieur Maclouf, elle quittait aussi ce triomphe parce qu'il était peut-être alors plus compliqué pour elle de se fournir en produits. C'est quelqu'un qui est très instable. Elle ne trouve son équilibre que dans cette relation fusionnelle qui, comme un skieur de fond qui serait en déséquilibre, ne peut vivre que dans le mouvement ou en prenant appui sur les étais, des bâtons. En l'occurrence chez elle, les bâtons, c'était la drogue. Elle donne à voir une image qu'elle n'est pas tout à fait. Hélène Dubost, experte psychologue. Je la rencontre à la maison d'arrêt de Lyon-Corba, à côté de Lyon. C'est une maison d'arrêt plutôt neuve. Je la vois au parleur avocat, c'est des petits box, une table, 2 chaises, c'est assez spartiate. Et donc je l'attends. Et je la vois arriver au fond du couloir, au loin. Et ce qui me marque, c'est la manière dont elle se déplace. On a l'impression de voir arriver une princesse qui est vêtue d'une robe bordeaux, d'un serre-tête en laine à fleurs, de ballerines noires, de mitaines. Elle se déplace avec une certaine grâce et elle regarde devant toutes les portes devant lesquelles elle passe pour chercher la personne qui est venue la voir. Cette image plutôt avenante, plutôt aimable, on voit bien que si on gratte un petit peu derrière, c'est plus du tout comme ça que ça fonctionne chez elle. Elle répond aux questions, mais si j'essaie de lui demander des précisions, elle fait comme si elle ne m'avait pas entendu. Si j'insiste, elle insiste. Et très vite, on est le bon objet si on est d'accord avec elle, et on devient immédiatement le mauvais objet si on n'est pas d'accord avec elle. Et là, on a affaire à une autre facette de sa personnalité. C'est-à-dire une personne qui peut se montrer verbalement tout à fait agressive et qui est très tenace, très très tenace. Et il y a eu d'ailleurs un moment où je lui ai posé une question, j'ai mis en doute, j'ai interrogé ce qu'elle me disait. Et alors là, la réponse a été cinglante. Cinglante. Elle a été d'une violence verbale qui m'a, je dois dire, moi-même sidérée. Code B63, examen psychologique d'Hélène Dubost. Cécile Bourgeon est née le 2 octobre 1987. Elle avait environ 5 ans au divorce de ses parents. Sa garde et celle de son frère ont été confiées à sa mère. Son père a eu un droit de visite classique. Il buvait. Il y avait des femmes le soir. Il nous prenait dans ses bras en nous disant « Je vous aime, mes enfants ». Et puis quand il nous faisait du mal, il nous donnait 10 francs. Cécile Bourgeon évoque des violences, mais aussi des attouchements sexuels dont elle aurait été victime de la part de son père. Ce sont des sujets qu'on dit abandonniques. Ils ont été carencés sur le plan affectif. Elle l'a été. Elle relate une enfance très insécure, avec un père qu'elle décrit comme à la fois très maladroit, et surtout comme irresponsable, avec une hypersexualisation des contacts. Elle raconte notamment un rapport à la nudité. Son père l'aurait amenée dans des discothèques homosexuelles, aurait tenu des propos sexuels inadaptés devant elle alors qu'elle était enfant. Elle dit avoir été pris en photo nue avec son frère alors qu'ils avaient 10 ans et être très gênée. Elle dit « Je me revois dans cette photo en train de masquer mes organes génitaux, mon frère aussi, elle avait un frère plus jeune. » Et ça, ce sont des éléments qui laissent penser qu'elle a vécu en tout cas son enfance comme extrêmement carencée sur le plan affectif. Et cette carence affective, réelle ou pas, avec un père qu'elle décrit comme irresponsable. Et d'une mère qui ne suffit pas justement à combler ses difficultés parce que le couple est séparé.
Quand en enfance, vous n'avez pas ces éléments structurants, vous n'allez pas construire votre personnalité de façon à être équilibrée. Et à l'âge adulte, vous aurez toujours cette instabilité, cette recherche d'équilibre, puisque vous ne le trouvez pas en vous. Et chez Madame Bourgeon, quand il y a eu cette carence affective, votre personnalité, votre structure va être fragile. Et ces sujets à l'âge adulte, on n'a pas l'impression qu'ils sont malades, mais en fait, leur structure est extrêmement fragile et ils vont essayer de combler cette fragilité par des biais, soit l'hyperactivité, l'instabilité, soit la drogue, soit une relation de couple fusionnelle. Code B50. Expertise psychiatrique du docteur Jean-Marc Elchadus. Au plan scolaire, Cécile Bourgeon dit « Ça n'allait pas super bien, j'avais des difficultés pour apprendre, mais bon, c'est vrai que je ne faisais pas beaucoup d'efforts. » Cécile Bourgeon a redoublé le CE2. Elle n'a pas obtenu son brevet des collèges. Elle a été orientée dans un lycée professionnel. Elle commence à consommer de la drogue. Après le lycée, elle a multiplié plein de petits boulots. Serveuse, femme de ménage, ouvrière. C'est Nicolas, c'était mon premier petit copain. Il m'a tout appris sur les drogues. On est restés ensemble 8 ans. En 2007, je suis tombée enceinte de Fiona. Je souhaitais pas particulièrement être maman, mais bon, j'étais contente de cette grossesse. Je me suis dit, je veux une belle enfant. C'est comme si elle était dans un magasin de sacs et qu'elle voit un sac qui lui plaît particulièrement et elle dit « Ah, je craque, je vais rentrer l'acheter ». Le désir d'enfant est réduit à un stade d'objet. Elle ne se projette pas autrement que pour ce que cela représente, pas pour ce que cela est, du verbe être. Et d'ailleurs, elle en parle très très peu de sa fille. Elle a parlé de ses enfants comme des objets. À un moment, elle m'a montré une photo de sa deuxième fille avec son fils. Voilà, on voyait deux enfants magnifiques en train de jouer. C'est l'image, c'est le cliché. C'est la photo. Elle était incapable de m'en dire quelque chose d'autre que concernant Fiona, c'est ma princesse. Voilà, une enfant déifiée, mais pas une enfant de la réalité. Si on s'en tient à ces déclarations devant la télévision, on pourrait penser qu'elle avait une empathie extrême pour cet enfant. Quand après coup, vous savez qu'elle savait très bien que son enfant n'était pas disparu, mais était morte, c'est ce qui nous fait dire que pour Madame Bourgeon, les enfants étaient plus des objets de revalorisation que des sujets qu'elle pouvait réellement aimer. Elle a du mal à aimer les gens, à avoir de l'empathie, à ressentir. Elle est quand même très particulière, puisqu'elle est capable de maquiller sa fille pour qu'on ne voit pas les traces de blessures quand elle va à l'école. Et puis, lorsque elle découvre l'enfant décédé dans son lit, Violette, je lui demande quand même si elle se souvient comment l'enfant était habillé, quelle était la couleur des draps. Et elle est capable de me raconter de façon très factuelle que l'enfant n'était pas habillé parce qu'elle avait vomi et que les draps étaient des draps qui étaient ceux d'un dessin animé que Fiona aimait bien. Et ça, c'est particulier parce qu'elle est quand même très attentive à son enfant. Par contre, sur le plan des affects, j'en suis pas certain qu'elle soit capable d'avoir un réel sentiment d'empathie pour ses enfants, que ce soit Fiona ou que ce soit les autres. Pendant toute l'instruction, la mère de famille raconte que son compagnon a battu à mort Fiona et qu'ils se sont débarrassés de son cadavre en lisière d'une forêt. Problème, cette version n'est confirmée par aucun élément matériel. Le corps de l'enfant ne sera jamais retrouvé. Et de son côté, Berkan Makhlouf répète que cette version est fausse. Il n'a pas tué Fiona. Il l'a découverte au petit matin, morte dans son vomi. Pour comprendre la dynamique de ce couple, après avoir vu Cécile Bourgeon, l'experte psychologue Hélène Dubost rencontre Berkan Makhlouf, le compagnon. Je l'ai vu, je crois, 2 fois, enfin plusieurs fois. Les 2 entretiens ont été extrêmement tumultueux. C'est quelqu'un qui était très 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 mal à l'époque, qui se sentait complètement persécuté, qui tenait des propos logoréiques avec un sentiment de persécution. Il pensait que les surveillants voulaient l'empoisonner, il ne voulait plus manger quoi que ce soit. Il était très agressif, il s'est levé, il a jeté sa chaise. C'est quelqu'un de toute évidence et d'agressif verbalement et de violent physiquement. J'en étais le témoin. Europe.
Écoutez la colère du beau-père de la fillette à l'encontre des journalistes qui se trouvaient devant son domicile. C'était il y a un peu plus de 4 mois. J'en supplie, arrêtez quand même. On est déjà en train de péter un plomb. Je suis en train de péter un plomb. Nous-mêmes déjà on va retrouver notre gamine. On sait pas où est notre pépette. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'on n'est pas en train de devenir fou? On est en train de devenir fou déjà dans l'appartement. On dirait que vous êtes là, vous pouvez profiter de la misère des gens là. C'est bon maintenant. Maintenant on aimerait quoi? On aimerait avoir la paix un petit peu. Berkane Makhlouf, c'est quelqu'un qui est dans un sentiment d'omnipotence, de toute puissance, et qui veut avoir une emprise sur l'autre. Avec son emphase, il parle beaucoup, il fait du bruit, on l'entend, il gesticule, on pourrait penser que la pauvre Cécile a été victime de ce méchant Berkane Makhlouf qui n'était pas très sympathique sans doute avec elle, mais je pense qu'ils étaient beaucoup en miroir et je pense qu'elle a joué une partition dans cette interrelation. Et je pense qu'il a pensé qu'il avait une emprise sur Cécile Bourgeon. Il l'a pensé. Et il m'a également dit qu'il a vu qu'il s'était trompé. Vous voyez, il a compris qui était Cécile Bourgeon. Par exemple, le jour de la découverte du corps de Fiona, il dit, mais quand on l'a découvert, elle est restée dans l'entrebâillement de la porte. Il dit, elle rigolait, cette conne. Effectivement, il décrit une réaction ou une non-réaction de la part de Cécile Bourgeon, où elle reste à distance du corps de sa fille. Là, Berkane Makhlouf a compris que celui qui avait de l'emprise, c'était peut-être pas lui. Que celui qui s'était fait avoir, c'était peut-être pas elle. Parce qu'il a compris qu'elle était plus forte que lui. Au fond, je pense que c'est elle qui a gagné dans la relation. Je parle de l'interrelation de ce couple. C'est elle qui l'a emmené sur les chemins, c'est elle qui a conduit la voiture dans la forêt d'Eda, c'est elle qui l'a emmené là où elle voulait l'emmener. Ce qu'il a compris, c'est qu'il a aussi été l'objet de Cécile Bourgeon. Code B63. Examen psychologique réalisé par Hélène Dubost sur Berkane Makhlouf. Le compagnon de Cécile Bourgeon dit que c'est elle qui est à l'initiative de tous les mensonges. Il dit: quand on a retrouvé Fiona morte dans son vomi, c'était la panique. Cécile disait qu'on aurait une enquête sociale, qu'on perd une gamine et qu'on allait perdre nos autres enfants. Elle était enceinte. C'est elle qui a eu l'idée. Elle disait: t'inquiète pas, on va dire que Fiona s'est perdue au parc. Ma conviction, c'est que Madame Bourgeon a vu chez Monsieur Makhlouf une forme de... C'était son bras armé. Marie Grimaud, avocate de l'association Innocence en danger. Madame Bourgeon, elle était en pleine capacité de venir instiller chez Monsieur Makhlouf des situations pour l'amener à être violent. Et à être violent notamment sur Fiona, pour atteindre les personnes qu'elle voulait atteindre. Elle n'a pas d'altérité. Il n'y a pas de sens de l'altérité. C'est-à-dire que l'autre n'est pas reconnu en tant qu'être humain. Elle peut avoir des personnes en face d'elle qui la rudoient. Elle ne peut strictement pas réagir. Parce que juste, elle ne vous considère pas. Vous n'êtes pas un élément de son environnement parce qu'elle a décidé que vous n'étiez pas un élément de son environnement. À partir du moment où elle va choisir que cette personne-là a un intérêt pour elle, soit de fantasme, soit de représentation qu'elle peut avoir ou de projection, alors elle va être extrêmement sensitive à cette personnalité-là. Et donc, il y avait énormément de personnes dans son entourage qui pouvaient dire « Madame Bourgeon est extrêmement gentille, agréable », mais parce que c'était des gens qu'elle ne calculait pas, si on doit dire les choses plus vulgairement parlant. Madame Bourgeon, c'est comme, je vais vous donner une image, c'est une coquille vide. Mais cette coquille vide, c'est très insécurisant pour elle, donc elle a besoin de la remplir. Et donc, elle va la remplir, mais elle va faire le choix des personnes qu'elle va prendre pour la remplir. Donc, il y a une dépendance aussi à l'autre, puisque sans l'autre,
elle n'existe pas, elle n'est rien, elle n'est que du vide. Donc elle est dans la recherche perpétuelle d'une adhésion, du collage à cette personne-là, mais pas dans quelque chose de très passif, pas non plus dans une posture de dominer comme on pourrait l'imaginer. Être dans le collage de l'autre, dans l'adhésion, vous pouvez être très actif et surtout très dominant dans ce collage-là. Et d'ailleurs, chez Monsieur Maklouf, beaucoup moins de possibilités psychiques chez lui, de réagir et de se défendre de cette relation avec Madame Bourgeon, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Toute la question qui peut se poser, c'est est-ce que Madame Bourgeon était sous l'emprise d'un mari pervers, un compagnon pervers, et aurait été incapable, de par cette emprise, d'empêcher ce drame. Docteur Patrick Blacher, expert psychiatre. La réponse, je ne peux pas la donner en tant que psychiatre, dans la mesure où, pour répondre à cette question, j'aurais dû voir les deux protagonistes. Ce dont je suis certain, c'est qu'il y avait une sorte de dépendance à ce couple et aussi à ce trio dont je parlais, c'est-à-dire à cette situation de fait d'un couple qui vivait autour et par la drogue. Et ça, c'est certain qu'elle était dépendance. Est-ce que pour autant il y avait d'emprise? Pour y répondre, c'est plus compliqué. Ce que par contre nous pouvons affirmer, les experts qui l'avons vu, c'est qu'elle avait les moyens psychiques de se défaire de cette emprise, mais qu'elle ne l'a pas fait. Elle avait la capacité de s'en aller, aussi bien sur le plan psychique que sur le plan économique que sur le plan social, elle ne l'a pas fait. Donc même s'il y avait une emprise, elle n'était pas suffisante pour empêcher Madame Bourgeon d'agir et préserver sa fille des violences. Trois ans après la disparition de Fiona, sa mère Cécile Bourgeon et son beau-père Berkane Maklouf sont renvoyés devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme. Depuis le début, ils se rejettent la responsabilité de la mort de la petite. Et si ce procès permettait enfin de savoir ce qui s'est passé? Et pourquoi pas enfin de retrouver le cadavre de l'enfant? Quand je vais arriver à la cour d'assises, je vais être interpellée par 2-3 personnes du public qui vont, à partir de mes yeux bleus, me dire « Mais vous êtes Fiona ». Marie Grimaud, avocate de l'association Innocence en danger. Alors ça, c'est une phrase « Vous êtes Fiona » qui m'a un peu sidérée. Et je suis rentrée avec cette phrase-là, en fait, dans la cour d'assises, puisqu'il s'avère que cette petite fille avait les yeux extrêmement bleus et que je serais la seule à avoir les yeux extrêmement bleus dans cette cour d'assises. C'est un détail qui pourrait faire sourire, mais qui ne me lâchera jamais et qui va amener une forme d'identification et au niveau des jurés, ça s'est senti, au niveau du public, mais surtout au niveau de Madame Bourgeon. Et je vais devoir naviguer avec cela. Deuxième jour du procès de la mère de Fiona et de son ex-compagnon devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme. L'audience de ce matin va être consacrée au portrait de la mère. Qui est vraiment Cécile Bourgeon? Il s'avère que Madame Bourgeon, je pense aussi par cette couleur des yeux bleus, va très vite chercher le contact visuel avec moi. Et il va s'avérer que je suis l'avocate la plus jeune, que je suis blonde, qu'elle est blonde, et qu'il y a une forme d'enjeu de féminité qui va se mettre à l'œuvre dès le départ. Et donc, elle va avoir le souci d'être très réactive à ce que je peux poser comme question, dans une forme de défiance, d'opposition, mais le quart d'heure d'après, sur une autre question, être dans une volonté de faire amie, copine, voire même parfois dans un rôle de sœur. C'était très confusionnant pour moi. Cet aspect d'une femme qui à tout prix cherche à s'agripper un peu à vous. Et j'ai été la seule avocate de ces procès, de tous les procès, où elle a eu cette attitude-là. Code P67, examen psychologique d'Hélène Dubost. Chez Cécile Bourgeon, c'est l'immaturité aux accents particulièrement infantiles qui apparaît au premier plan. La modalité qui prévaut est la dépendance à l'autre, quel que soit le prix à payer.
L'amour porté à l'objet en charge de combler au dehors ce qui défaillait au dedans a aussi pour fonction de pallier les béances narcissiques et identitaires. Les angoisses de perte et de séparation semblent l'amener à se victimiser sans cesse. Je suis une avocate qui assume totalement sa féminité, donc au-delà de ma robe noire, j'ai du rouge à lèvres rouge et des talons lorsque je suis en cour d'assises. Au bout du 3e jour, sur la première quinzaine de procès, Madame Bourgeon va avoir du rouge à lèvres rouge. Voilà, quelque chose qui n'avait jamais été noté auparavant. Quand je faisais une queue de cheval, elle avait les cheveux qui étaient également tirés en arrière. Et il y avait une adhésion, en tout cas une recherche d'adhésion qui allait jusqu'au physique, qui était vraiment déstabilisant et qui avait d'ailleurs été à plusieurs reprises des procès noté par les journalistes qui suivaient. Et c'était même devenu une forme de petite blague sur comment je venais habillée le matin, comment j'étais coiffée et de voir comment Madame Bourgeon allait réagir. Et ça, c'est peu commun. D'une, ça se prépare pas, ça se vit, ça se subit, et ça amène aussi à adapter ses positionnements dans les questions, dans la façon dont j'ai pu m'adresser à elle. Je n'ai jamais senti ça comme une volonté de me déstabiliser, parce qu'il y avait effectivement ces éléments de personnalité et d'expertise qui étaient dans le dossier et qui me permettaient de comprendre que j'étais pour Madame Bourgeon comme une surface de projection, d'identification, et aussi quelque part, je dirais, de fantasme. J'étais un peu tout ça à la fois. Les experts avaient souligné dans les expertises le côté très infantile de Madame Bourgeon, sa très grande immaturité, mais aussi son souci d'adhésion à son interlocuteur, adhésion qui va être tantôt dans la volonté d'être aimée, mais aussi dans la volonté de s'opposer, mais elle ne le fait pas avec tous les interlocuteurs. Et mon travail était soit d'aggraver finalement l'émotion dans laquelle elle était pour, encore une fois, aller rechercher dans l'émotion une part de vérité sur ce dossier-là, soit au contraire chercher à l'apaiser, moi-même étant dans de la séduction avec elle, pour mieux prendre une forme de confidence. Autant son ancien compagnon est volubile et parfois agressif, autant elle apparaît douce et effacée, une sorte de Madame Tout-le-Monde au physique passe-partout, bien qu'elle ait beaucoup grossi sous l'effet des médicaments depuis qu'elle est en prison. Mais c'est vrai qu'il est tentant de voir en elle une femme sous influence, obéissant au doigt et à l'œil à un compagnon violent. Ce n'est pas ça du tout, répond pourtant maître Charles Fribourg, l'avocat du père biologique de Fiona. Elle a agi sans influence. Mot jusé, lorsqu'elle ment, vous verrez, elle est toute seule. Lorsqu'elle maquille Fiona alors qu'elle est tuméfiée, elle le fait toute seule. Cette personnalité et le fait de la vivre pendant quasiment 6, j'ai fait quasiment 6 semaines en tout avec Madame Bourgeon, m'a permis de mieux me rapprocher aussi de qui était Fiona, de comment elle a pu vivre, elle, à 5 ans, cette mère, femme, jeune fille, quelque part sœur, c'est-à-dire toutes ces facettes-là de Madame Bourgeon, et donc de faire une plaidoirie pour Fiona lors du dernier procès, c'est-à-dire que j'ai plaidé en « je ». J'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir, j'essaye de pas vomir, c'est dur. Ma petite sœur me fait un câlin, un bisou magique. Je veux aller à l'école. Ce matin, je veux aller à l'école. Maman, elle est gentille. Elle me dit qu'elle va me rendre belle. Elle prend sa trousse de maquillage et elle me maquille, comme une princesse. Elle me met un bandeau comme une couronne. Il est jaune. Elle me dit que je suis belle. Je me regarde dans le miroir. C'est pas vrai. Je suis moche. C'est sûr. Je m'en fiche. Je l'enlèverai mon bandeau à l'école. Et peut-être que quelqu'un verra. Mon aide s'aime. Elle dira. Et je pourrai enfin retrouver mon papa. Je suis elle et en même temps, il faut que j'arrive à la laisser là. Et c'est vraiment comme ça que j'ai vécu cette plaidoirie. Et avec en plus
Une Fiona qui ne dirait, j'en suis certaine, pas autre chose que cela. C'est-à-dire une petite fille de 5 ans qui ne nomme pas la violence autrement que par j'ai mal à tel endroit de mon corps, je me raccroche à ce que je vis à l'école. J'ai vraiment vécu ce moment-là comme du fond de vos tripes, vous avez une petite voix d'enfant et vous devez la restituer. On dit souvent qu'un avocat a une affaire dans sa carrière, qu'il le suit jusqu'au bout, et je crois que c'est le cas de cette petite fille. Cécile Bourgeon est poussée dans ses retranchements par l'avocate Marie Grimaud. Mais rien n'y fait. Comme pendant l'instruction, elle ne craque pas plus que son compagnon. Jamais ils ne diront où ils se sont débarrassés du cadavre de Fiona. Quant au père biologique, il est assis au premier rang, face au box des accusés. Il veut savoir où le corps de sa fille a été enterré. Jusqu'ici, les recherches n'ont rien donné. Je veux savoir où est ma fille et qu'est-ce qu'ils lui ont fait exactement. Où ils l'ont mis, qu'elle puisse être enterrée. Je suis prêt à tout entendre. De toute façon, je suivrai tout, je serai là tous les jours. Donc oui, je suis prêt à tout entendre. Il y a eu beaucoup de policiers qui sont allés chercher ce corps dans les bois, dans la forêt. Hélène Dubost, experte psychologue. Elle emmène son monde sur ses chemins à elle, et elle tente de les y perdre pour cacher la vérité, pour ne pas dire ce qu'il en est de la vérité, de toute évidence. Elle balade, on pourrait dire communément, elle balade son monde. Elle est là-dessus, elle est très forte, elle a l'habitude. Bon, moi je pense qu'ils savent très bien de quoi il en retourne l'un et l'autre. Et là-dessus, c'est le seul point où ils ne se sont jamais dissociés. Il y avait un pacte. Ce pacte jamais ne se délira entre M. Maclouf et Mme Bourgeon, parce que de révéler ce qui s'est passé pour Fiona, ça serait, et je pense que c'est la conscience de Mme Bourgeon de cela, ça serait définitivement les exclure du monde des hommes. Je pense pas que Fiona a été enterrée. Je pense pas. Un certain nombre d'indices, de propos ici et là, de déclarations qu'elle a pu faire aussi également en détention auprès de co-détenus, laissent à penser que Fiona a été mise plutôt dans un lieu de traitement des déchets. Et que si elle devait expliquer cela, dire cela et le nommer, elle ne pourrait plus jamais en fait amener un tout autre regard que celui d'une mère qui ne peut même pas emporter le nom. Et ça, Madame Bourgeon, ça a été son combat. Son combat jusqu'au bout, celui de ramener toujours sur elle un regard compatissant, un regard de victime, faire partie d'un monde pour ne pas en être abandonnée. Donc si vous lui enlevez cela, elle n'est plus rien. Et c'est sa vie-là même qui est en danger. Donc le pacte, il est là. Il est entre eux. Il était entre eux le temps du procès. Mais il va bien au-delà. C'est un enjeu de vie dans la communauté des hommes. Et ça, elle l'a parfaitement compris. Après un marathon judiciaire de 4 procès, Cécile Bourgeon est plus lourdement condamnée que son ex-compagnon. Elle écope de 20 ans de réclusion criminelle. Berkane Maclouf de 18 ans.